Alors on le sait, ce sera l'un des temps forts de cette année, l'élection présidentielle américaine qui risque de tenir en haleine les investisseurs et les marchés financiers. Bonjour John. Bonjour David, John Plassard pour la Banque Mirabeau. Tous mes voeux, bonne année. tous mes voeux de santé aussi. Pareillement. Bon, on gonfle un peu le truc, on exagère, ou est-ce que l'élection présidentielle américaine, vraiment, c'est très important pour les investisseurs? Non, c'est très Notamment important celle-là, notamment celle-là. ouais, exactement cette question-là et au niveau des investisseurs parce que c'est ce qui nous intéresse et lorsqu'on pose la question à la fin de l'année passée, c'est-à-dire en décembre, sur les sujets qui inquiètent les investisseurs, notamment américains, bah, vous avez 61% qui parlent de l'élection présidentielle. Donc c'est la plus grande interrogation des Américains, le plus grand risque pour eux qui va au-devant et en deuxième place on a la guerre au Proche-Orient et on a une récession et potentielle et une inflation. Donc on voit vraiment que l'élection présidentielle américaine canalise évidemment les efforts et les interrogations politiques, mais aussi de la part des investisseurs et des investisseurs particuliers, entre autres. Bon, et on a un peu d'historique, vous qui aimez bien les chiffres, sur le comportement des indices boursiers durant ces élections américaines, historiquement. Oui, on a pas mal d'indications qui remontent à 1928, donc on a vraiment du recul, hein, près de 100 ans. Et en fait, historiquement, les marchés, durant l'année avant l'élection présidentielle, bon, ont tendance à monter. Normalement, sur les 24 élections qu'on a eues, on a eu 20 élections où les indices ont monté, donc ça fait 83% de succès, je dirais, ou de probabilité plutôt que dans la dernière année, on ait une année de hausse. Ce qui est intéressant de noter sur le rendement moyen de ces années d'élection, si on prend le S&P 500 par exemple, eh bien c'est 11,5% sur l'année. Alors que en moyenne, si vous prenez toutes les années depuis 1928, c'est 9,8%. Donc c'est près de 2% de plus si on prend la moyenne. Il faut faire évidemment attention aux moyennes parce que chaque année est évidemment différente. Mais si on prend l'historique, eh bien on voit que ces années présidentielles américaines sont historiquement plus meilleures qu'une année normale, je dirais. Il y a une corrélation, une dépendance entre la performance des indices boursiers et les partis politiques américains au pouvoir ou aspirant à l'être, républicains, démocrates? Oui, alors il faut essayer de gratter un petit peu là-dessus, parce que si on prend les statistiques brutes, on voit que si c'est un républicain qui va gagner, eh bien, la moyenne est d'une hausse de 15,3% et un démocrate 7,6%. Donc on se dit que si c'est un républicain, bah, c'est plus favorable aux indices boursiers. Mais ce qu'il faut regarder, bien évidemment, il faut regarder un peu plus dans les détails. Et dans les détails, on regarde que lorsque vous avez un président démocrate, comme c'est le cas actuellement avec Joe Biden, qui est au pouvoir et qu'un nouveau démocrate est élu, donc c'est-à-dire une réélection potentielle de Joe Biden en novembre, eh bien la moyenne de la hausse c'est 11%. Et si on prend le cas inverse, c'est-à-dire un président démocrate et qui est un républicain, par exemple Donald Trump qui soit élu, eh bien, en moyenne, c'est 13% de hausse. Donc, on voit aussi ici que, quelle que soit la configuration, eh bien, le marché est plus à même de saluer d'une certaine manière l'arrivée d'un républicain que d'un démocrate. Après, dernière chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aux États-Unis, eh bien, vous avez deux chambres, hein, le Sénat et la Chambre des représentants, et que souvent, si vous avez un partage, c'est-à-dire d'un côté républicain, d'un autre côté républicain, par exemple, eh bien, les marchés n'ont pas tendance à saluer plus un républicain qu'un démocrate. Donc, il faut vraiment essayer de gratter dans ce qu'on a. Alors, évidemment, l'idéal, je dirais, pour les indices, soit que ou les démocrates ou les républicains aient ces deux chambres et puissent eh bien, aller plus loin dans les réformes, par exemple, qu'ils pourraient entreprendre. John, on parle de l'année de l'élection présidentielle. Est-ce que, post-élection, on peut parler de cycle boursier spécifique après chaque élection en fonction, encore une fois, de la couleur du président? Oui, c'est très intéressant parce que vous avez vous avez plein de théories, hein, évidemment, sur les élections présidentielles, mais aussi cette théorie dont vous parlez qui s'appelle le cycle des années présidentielles. Et en fait, c'est une théorie qui met en avant le fait qu'il y a un cycle
des rendements boursiers après l'élection présidentielle sur les 4 ans. Alors, selon cette théorie, eh bien, chaque année est différente en termes d'évolution boursière et que la première année, l'entrée à la Maison-Blanche d'un candidat, quel qu'il soit, est la plus mauvaise année des 4 années. La meilleure, c'est la troisième année, c'est-à-dire l'année passée, si on se réfère à ce cycle présidentiel. Et la chose est assez simple, c'est que, en fait, la première année, eh bien, quand le président rentre à la Maison Blanche, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il essaye de mettre en place des réformes qui souvent sont des réformes qui sont pas tellement pro-business. C'est plutôt dans le contraire de Donald Trump, mais d'augmenter des taxes ou de relancer des budgets, etc. Donc, le marché ne le salue pas réellement, mais c'est la troisième année, voire la quatrième année, parce que, évidemment, le président veut absolument se faire réélire ou faire réélire son parti. Et on sait, même si la Réserve fédérale américaine est indépendante, eh bien, on sait qu'il y a des pressions qui sont faites là-dessus. Et lorsque on parle de prévision, par exemple, cette année, de baisse de taux aux États-Unis, on sait que dans ces années, les hausses de taux sont très rares durant la dernière année. Et on voit plutôt des baisses de taux qui peuvent s'accélérer à cause de la pression politique plus qu'autre chose. Donc c'est intéressant de regarder ça parce que lorsqu'on regarde les baisses de taux, normalement elles correspondent à des hausses de taux si on n'est pas dans une récession, ce n'est pas le cas actuellement aux États-Unis. Eh bien c'est assez intéressant de regarder que ce cycle correspond plus ou moins à ce qu'on a vu durant les 4 années précédentes. En 30 secondes, John, et on est encore loin de l'élection qui est en novembre, dans les sondages, ça donne quoi entre Trump et Biden? Bah écoutez, j'ai regardé ce matin et j'ai regardé plusieurs sondages et il y en a 14 qui viennent d'être publiés avec différents sondeurs, hein, dont Ipsos. Eh bien, on voit que sur ces 14 sondages, vous en avez 2 qui donnent Biden et Trump à égalité si l'élection présidentielle avait lieu aujourd'hui avec ces 2 personnes. Vous en avez 2 qui donnent Biden vainqueur et vous en avez 10 qui donnent Trump vainqueur avec un écart entre 1 et 8% pour Trump face à Biden. Et il y a aussi un autre sondage qui a été publié ce matin après le débat qui a eu lieu dans l'Iowa cette semaine du camp républicain, que si Ron DeSantis était l'élu face à Joe Biden, eh bien c'est lui qui l'emporterait aussi, comme voudraient le dire les sondages de Trump. Mais on sait très bien que les sondages souvent se sont trompés et on se souvient notamment de l'arrivée à la Maison-Blanche de Donald Trump, alors que tout le monde, tous les sondages donnaient Hillary Clinton largement vainqueur. Ouais, et puis on est 11 mois avant les élections. On va suivre ce feuilleton, bien sûr, notamment avec vous. Merci John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci beaucoup. Salut John, bye.